Il est 4h45 et je vais en Camargue. Ah, saloperie de moustique. Putain. Saleté de moustique. Aujourd'hui, je teste le 800 mm Nikkor Z f6 III VRS de Nikon. Ah, fais chier. Et le pourquoi de ce test, il tient en un geste. 2,4 kg. L'ancien 800 mm 5.6 en monture F, il en faisait 4,6 kg. Le secret de cette perte de poids, c'est pas un régime à base de prot ou de raisin, c'est une lentille Fresnel à diffraction, la fameuse lentille PF. Et toute la journée, on va voir ce qu'elle donne, mais surtout ce qu'elle coûte. Le 800 mm, c'est une focale assez mythique en animalier puisque ça permet quand même pas mal de choses. Si jamais vous shootez des oiseaux par exemple, ou alors un sujet qui est vraiment petit, ben ça va vous permettre de l'avoir en plein pot dans votre cadre. Parce que 800 mm, c'est quand même une focale qui allonge beaucoup. Par contre, si jamais vous shootez des mammifères un petit peu plus gros, 800 mm, ça reste quand même avantageux puisque grâce à elle, vous allez pouvoir isoler une partie de votre sujet et pourquoi pas tirer le portrait d'un bison par exemple. Donc si jamais vous voulez pas faire une photo de votre sujet en entier, mais plutôt de venir isoler un sujet bien précis, 800 mm c'est quand même pas mal. Et dernier gros avantage du 800 mm, c'est si jamais vous shootez des animaux qui sont craintifs, qui fuient l'humain, ou alors au contraire des animaux qu'il faut absolument pas déranger parce que, je sais pas moi, ils sont en pleine période de reproduction et qu'il faut pas déranger les animaux à ce moment-là. Enfin, de manière générale, il ne faut pas déranger les animaux, mais bon voilà, il y a des moments où il faut un peu moins les déranger que d'autres. Et bien 800 mm, ça vous permettre d'éviter de vous approcher un peu trop proche de votre sujet et de les effrayer. Donc 800 mm, c'est une focale qui est super intéressante, mais elle a quand même pas mal de désavantages parce que qui dit 800 mm dit bien souvent objectif à 15 000 €, voire plus, dit aussi trépied parce que c'est des objectifs très lourds, donc encombrement un petit peu chiant, et surtout ça nécessite d'avoir une bonne condition physique parce que qui dit objectif lourd dit douleur dans le dos, dans les épaules, dans les lombaires, et du coup faut avoir une bonne condition physique pour ça. L'ancien 800 mm 5.6 de Nikon, c'était 4,6 kg et surtout le prix d'une voiture d'occasion. Enfin, le prix d'une voiture d'occasion d'il y a 20 ans, parce que maintenant, le marché de l'occasion de la voiture, c'est juste n'importe quoi. Mais depuis le système Z, Nikon a sorti ça. Et ça, c'est un 800 mm 6.3, 2,4 kg. Moitié moins lourd, 3 fois moins cher. Et ça, c'est possible grâce à la lentille de Fresnel, la PF, qui remplace une partie des gros blocs de verre par une lentille gravée, beaucoup plus fine. Mais ce qu'on gagne d'un côté, on le perd forcément quelque part. Et dans le cas de ce 800 mm, c'est une ouverture pas si lumineuse que ça et une qualité optique qui peut être détériorée dans certains cas de luminosité. Donc ici, je ne vais pas vous dire si cet objectif il est bon ou pas. Je veux dire, c'est un S-Line 800 mm fixe de Nikon. Évidemment qu'il est bon, il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne vais pas vous dire que c'est un mauvais objectif, loin de là. Spoiler alerte, il est excellent. Non, le but de cette vidéo, en fait, c'est plutôt de vous montrer ce qu'on sacrifie pour pouvoir le tenir à une seule main, pour qu'il fasse seulement 2,5 kg, et essayer de voir si cet objectif correspond à votre pratique de la photo ou pas. Tu sacrifies 4 soirs par semaine à faire les biceps. My muscles are getting big. Je l'ai trimballé dans les Alpes-Maritimes, en Camargue, et ce matin, je me suis levé à 4 h du mat pour le pousser dans ses retranchements au lever du soleil. Quoi qu'il en soit, je l'ai bien poncé et il est temps de vous montrer ce que j'ai appris. Petite précision de commencer, cet objectif, je ne l'ai pas acheté puisque c'est Nikon qui me l'a gentiment prêté. Mais bon, comme d'habitude, vous savez, je passe le temps qu'il faut pour tester mes optiques au maximum et je reste complètement indépendant sur ce que je vais dire dans cette vidéo. Je tiens quand même à remercier Nikon pour ce prêt parce que c'est quand même super sympa de leur part. Et allons-y. 2,4 kg, ça permet une utilisation à main levée et c'est exactement ce que j'ai fait durant toutes mes sorties. À aucun moment, j'ai utilisé un trépied ou un monopode. Tout ce que j'ai fait, c'est le tenir à bout de bras et shooter comme ça. Saleté d'arbre. Alors, c'est tout à fait possible de l'utiliser à main levée. Par contre, il y a des choses à savoir. Tout n'est pas rose non plus. J'ai testé cet objectif avec le Z8 et le Z9. J'ai commencé par le Z9 parce que évidemment c'est mon boîtier de cœur, c'est celui que j'adore et c'est celui en qui j'ai le plus confiance de tout mon parc boîtier. Donc c'est lui que j'ai amené dans les Alpes-Maritimes quand je suis allé shooter les bisons, mais je dois vous avouer qu'après 3 heures d'utilisation, j'avais très mal aux épaules et je me suis rendu compte que c'était un poil trop lourd. Donc rapidement,
j'ai switché pour le Z8 et tous les plans que vous verrez faits en Camargue ont été faits au Z8. Et par extension, tous les plans que vous verrez dans les Alpes-Maritimes avec les bisons ont été faits avec le Z9. Donc avec le Z9, l'équilibre était très bien, j'avais rien à redire là-dessus, c'est juste que je trouvais un poil trop lourd. Avec le Z8, l'équilibre est tout aussi bien et il est un poil plus léger, ce qui fait que vous allez moins fatiguer des épaules. Le 800 mm mesure 38 cm de long pour 14 cm de diamètre. Mais à ça, il faut ajouter le pare-soleil qui vient allonger le tout à 56 cm et augmenter le diamètre à 17 cm. Et avec la protection, le diamètre monte à 17,5 cm. Donc avec ce gabarit, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas le mettre dans un sac, du moins pas dans un sac photo normal. Il y a des sacs qui existent, qui sont prévus pour les super téléobjectifs, mais je n'en ai pas, donc j'ai pas pu en utiliser. Ce qui fait que j'ai dû me le trimballer à la main. Et dans ce cas, vous avez deux solutions. Soit, hop là, vous le tenez comme ça, par la poignée, soit vous faites comme nos amis militaires et vous le portez comme vous porteriez un FAMAS. Alors cette technique, c'est celle que je trouve la plus pratique, puisque c'est celle qui va le moins vous fatiguer. En vrai, c'est pas si dérangeant que ça, puisque bien souvent quand on est en billboard, il faut toujours avoir son boîtier et son objectif paré, parce que vous pouvez tomber sur un animal au détour d'un arbre ou d'un buisson ou de ce que vous voulez. Et donc c'est bien de pouvoir dégainer assez rapidement. Donc moi je vous avoue que quand je pratique la photographie animalière, c'est assez rare que je laisse mon boîtier dans un sac, parce que bien souvent un boîtier dans un sac, c'est un boîtier qui n'est pas utilisé. Alors que quand il est à portée de main, vous pouvez le dégainer assez facilement. Pour donner un ordre de comparaison, j'ai aussi le 180-600 mm que j'utilise énormément. Alors en taille, même si le 180-600 est lui aussi hors gabarit, il reste quand même plus simple à porter. Et aussi, lui, il passe sur un capture clip de Peak Design, justement. C'est-à-dire que vous pourrez l'accrocher sur un capture clip. Et ça, c'est rendu possible parce qu'il fait 7 cm de moins que le 800 mm, donc c'est beaucoup plus pratique. Sur un 800 mm censé être utilisé à la main, l'ergonomie est super importante et vous allez voir qu'ici, on a plein de bonnes idées. La première chose, c'est le bouton Memory Set qui va vous permettre d'enregistrer une distance de mise au point et d'y revenir instantanément. Donc en gros, ça veut dire que quand vous vous appuyez une fois sur Memory Set, ça enregistre la distance de mise au point. Après, vous pouvez vous balader un petit peu où vous voulez avec la mise au point pour essayer de voir d'autres choses, ce que vous voulez. Et quand vous cliquez sur LFN2, paf, ça se remet automatiquement là où vous aviez enregistré la mise au point. Et ça, c'est super pratique en affût parce que ça va vous permettre d'enregistrer la distance du perchoir, par exemple, du perchoir principal. Et si jamais vous vous baladez pour aller voir s'il n'y a pas d'autres oiseaux ailleurs et que tout à coup, il y a un oiseau qui apparaît sur le perchoir principal, tac, vous avez juste à appuyer sur LFN2 et vous retrouvez la mise au point qui est bien faite. Bon, on a aussi évidemment le bouton LFN qui est présent aux quatre coins de l'objectif, ce qui vous permet d'y avoir accès que vous shootiez à l'horizontale ou à la verticale. On a aussi la bague de réglage qui est silencieuse, qui n'a pas de clic celle-là, et sur laquelle vous pouvez assigner pas mal de choses, comme par exemple l'ISO, la correction d'exposition ou ouverture. Alors vous savez que je bitch énormément sur cette bague programmable de Nikon. Il se trouve qu'ici, je la trouve assez bien puisqu'elle est dure et donc vous aurez moins d'accidents avec elle que sur les autres objectifs de la gamme Nikon. Autre point très intéressant, on a un logement intégré qui accepte les filtres de 46 mm qui sont un diamètre assez standard. C'est-à-dire que sur lui, vous allez pouvoir mettre un ND classique, mais attention, vous ne pourrez pas forcément mettre de filtre variable dessus. Si jamais vous voulez mettre un filtre variable, il faut que vous achetiez le filtre spécial de Nikon qui est vendu en option. On a aussi un colis de pied qui est grand, qui a deux pas de vis pour y mettre une platine, ce qui est bien puisque ça ne bougera pas. On a aussi la possibilité de le faire tourner et d'y accrocher une sangle si vous voulez. On a aussi la bague de focus que personnellement je trouve trop proche. J'aurais préféré avoir plus loin pour éviter les tremblements. Cette bague de focus, elle est placée beaucoup trop près, ce qui fait que vous allez trembler quand vous allez l'utiliser. Et enfin, on a le pare-soleil. Alors le pare-soleil qui est grand, c'est bien. Par contre, je trouve qu'il tombe trop facilement. Il a un système de lock qui aurait mérité d'être plus dur et je dois vous avouer que je l'ai fait tomber facilement 3 ou 4 fois durant mes sorties photos. J'ai encore failli le faire tomber, il a failli tomber encore une fois, il s'est détaché. Enfin bon bref. Donc beaucoup de bonnes idées sur ce 800 mm, ça reste quand même un objectif qui est assez ergonomique et qui s'utilise facilement, même si j'aurais préféré avoir cette bague de focus un peu plus loin. Mis à part ça, je trouve que dans l'ensemble, on est très bon. Alors, en termes d'autofocus, je dois vous avouer que je suis un petit peu partagé. J'étais principalement en mode reconnaissance des oiseaux, ou alors reconnaissance des animaux pour les bisons, donc soit en autofocus avec l'iFocus, soit en focus 3D. Donc premier cas d'usage, on va dire un oiseau, un animal sur un fond pas très contrasté, comme par exemple un oiseau dans le bleu du ciel. Aucun souci à ce niveau-là, l'autofocus elle accroche et en général il ne lâche pas. Maintenant, dans le cas où un oiseau passe devant une zone contrastée, par exemple devant des arbres. Alors là,
deux cas de figure. Soit vous avez commencé à traquer l'oiseau sur le bleu du ciel et il passe devant une zone contrastée et dans ce cas-là, pas de souci, le boîtier et l'objectif réagissent très bien. Par contre, si jamais l'oiseau est déjà devant la zone contrastée et que vous essayez de faire le focus à ce moment-là, il va patiner un petit peu, il va avoir du mal à y arriver. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un problème lié à cet objectif, je pense que c'est surtout un problème lié à Nikon parce que, faut être honnête, le tracking des oiseaux ou des animaux en général sur les boîtiers Nikon, c'est pas le point fort. Alors c'est très bien, je veux dire, il n'est pas ajouté, loin de là, ça marche bien, mais par rapport à ce que fait la concurrence, c'est un point moins bon. Et ça se ressent un petit peu ici, mais je pense pas que ce soit la faute de l'objectif, c'est plutôt la faute des boîtiers. Aussi, un autre cas où j'ai réussi à mettre en défaut l'autofocus, c'est quand vous avez des plans très proches les uns des autres. Par exemple, quand un oiseau se trouve dans un arbre et qu'il y a des branches légèrement en avant ou légèrement en arrière, enfin surtout légèrement en avant. Dans ce cas-là, il n'arrive tout simplement pas à faire le focus, il n'arrive pas à trouver l'oiseau et même si la box du focus se trouve sur l'oiseau, le focus sera fait systématiquement sur la branche de devant. Dans ce cas-là, moi ce que je fais c'est que je prends mon boîtier là, je lui demande de faire le focus et je viens fine-tuner mon autofocus avec la bague et du coup j'utilise le focus picking. En faisant ça, ça marche. Et c'est rendu possible parce que cet objectif n'est pas si lourd que ça, vous pouvez très bien y arriver, comme c'est le cas sur les photos que je vous montre ici. Oh, je l'ai eu. Oh, j'ai eu le moustique en plein vol. Putain, j'ai la main pleine de sang. C'est dégueulasse. Là où l'autofocus est le moins bon, c'est en close range. Alors, close range, faut préciser, ce boîtier peut faire le focus jusqu'à 5 mètres. Donc, c'est-à-dire que de 0 à 5 mètres, il ne pourra pas faire le focus. Et sa distance minimale de mise au point, c'est 5 mètres. Concrètement, de 5 à 10 mètres, il a du mal. De 5 à 10 mètres, il a du mal. D'ailleurs, vous avez un bouton qui est disponible pour modifier le fonctionnement de l'autofocus. Vous pouvez très bien brider l'autofocus de 10 mètres à l'infini pour qu'il soit encore plus véloce sur des zones éloignées. Mais si jamais vous désactivez ce bouton et que vous voulez faire le focus avant 10 mètres, il a du mal et il patine. Ça peut poser problème. Moi, bien souvent, dans ce genre de cas, ce que je fais, c'est que je passe en manuel, je lui explique où je veux faire le focus et après je repasse en autofocus et là ça marche très bien. Mais voilà, faut savoir qu'en close range, cet objectif, il patine, il a un petit peu du mal, là où au contraire, au-delà de 10 mètres jusqu'à l'infini, il fonctionne vraiment très bien. Alors à noter que tout ce qui est lié à la détection des yeux, détection des animaux, détection des oiseaux, c'est quelque chose qui est inhérent au boîtier et non pas à l'objectif. Tout ce que je vous dis peut être amélioré à l'avenir avec les nouvelles générations de boîtiers Nikon ou alors avec des versions firmware mises à jour. Ce qui est important avec l'autofocus de l'objectif, c'est pas forcément la détection des yeux ou la détection des animaux. Ce qui est important, c'est la réactivité et la vitesse de l'autofocus. Et là, il est très bon. L'autofocus est ultra véloce. Quand vous demandez de faire le focus sur un point, il y va directement et il accroche. C'est pour ça que je me dis que même si maintenant l'autofocus Nikon en détection des animaux n'est pas le meilleur du monde, eh bien, à l'avenir, ça ne pourra que s'améliorer et vous ne serez pas bridé avec ce 800 mm avec un Z9 II ou un Z8 III à l'avenir. Z8 II d'ailleurs, le Z8 II n'est pas encore sorti, donc Z8 II. Alors 6.3, on ne peut pas dire que ce soit une ouverture qui soit super lumineuse. Et moi je dois vous avouer que cette ouverture, elle m'a fait peur pour deux raisons. La première, c'est le détachement du sujet par rapport au fond. Et le deuxième, c'est tout simplement la luminosité qui rentre dans cet objectif et du coup son utilisation en basse lumière. En ce qui concerne le détachement des plans, faut pas trop vous en faire à ce niveau-là parce que 800 mm, c'est une focale qui compresse énormément les plans. Ce qui veut dire que même si vous n'avez pas une grande ouverture, oui en effet vous n'allez pas avoir un gros flou, un gros bokeh. Par contre, vu que les perspectives sont méga compressées, votre sujet va pas être super contextualisé et il va mine de rien assez bien se détacher. D'ailleurs, avec une ouverture à 6.3 et à 800 mm, vous pouvez quand même avoir différentes valeurs de flou en fonction de vos sujets. Si vous regardez ces photos, vous verrez que le focus est fait sur cet oiseau, mais que celui-là est flou. Pareil sur toutes ces vidéos de bison. J'ai réussi à faire le focus sur un bison et tous les autres sont flous. Et là, même sur cette vidéo, vous pouvez voir que j'ai quand même de jolis flous en avant et en arrière-plan. Donc 6.3, oui, c'est vrai qu'on n'a pas la même valeur de flou, de bokeh qu'un 5.6 ou qu'un 2.8. Hein. Enfin, 800 mm 2.8, je ne sais même pas si ça existe, je crois pas. Sinon, ça va être trop gros ou trop énorme. Mais ça reste quand même tout à fait utilisable et ça vous donnera quand même de belles photos qui seront oniriques. Donc l'autre souci que j'avais avec cette ouverture somme toute assez élevée, c'est la luminosité et surtout le shooting en basse lumière. Parce que moi je shoot beaucoup en sous-bois, mine de rien, assez peu
en lumière dure, comme c'est le cas maintenant. Moi je shoot plutôt le matin ou le soir et même souvent sous bois. Et si vous voulez respecter la règle des deux, à savoir shooter avec le double de votre focale pour ne pas avoir de flou bouger, théoriquement vous êtes censé shooter à 1 1600e de seconde. 8 et 8 ça fait 16. Donc 1 1600e de seconde. Ce qui veut dire que vous allez devoir taper dans les ISO. Alors c'est pas dramatique parce que le Z8 et le Z9 et les boîtiers Z de manière générale encaissent très bien la montée en ISO. Vous allez avoir assez peu de bruit. Je vous montre des exemples avant et après denoising. Et surtout que maintenant avec Lightroom ou Capture One, on a un denoiser qui est juste surpuissant, encore plus avec les IA. Donc franchement pour moi le manque de luminosité, ça n'a pas été un véritable problème avec ce boîtier, d'autant plus que la stabilisation va vous permettre de réduire la vitesse drastiquement. Nikon annonce une stabilisation de 5,5 stops et c'est loin d'être négligeable, on est très content de l'avoir. 5,5 stops c'est bien, mais il ne faut pas oublier que la stabilisation, elle va stabiliser l'image, mais ce qui va stabiliser ce gros bousin, ça va être vos bras. Et vu le poids et la taille de ce truc, vous allez forcément trembler à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que c'est inutilisable à bout de bras? Loin de là, puisque j'ai fait que ça, j'ai fait qu'utiliser cet objectif à bout de bras. Et je dois vous avouer que la stab m'a énormément aidé. Je vous mets à l'image des plans avec et sans stabilisation et vous voyez que la différence est quand même flagrante. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette stab, vous allez oublier la règle du 1 pour 1 ou du 1 pour 2, à savoir que il y a une règle qui dit que si jamais on veut avoir une image nette, il faut prendre la focale et la multiplier par 2. Donc ce qui veut dire que si on voulait avoir une image sans flou de bouger à 800 mm, il faudrait théoriquement shooter à 1 1600e de seconde, ce qui à 6.3 d'ouverture est beaucoup trop important, vous n'aurez pas assez de lumière. Donc ici la stab à 5.5 stop, elle est vraiment très utile. Et pour vous montrer ça, je vais vous montrer des images que j'ai prises à main levée. Alors je suis désolé, le sujet n'est pas forcément le plus intéressant, mais on est là juste pour faire du test. Donc sur cette photo, je suis à 1 500e, sur celle-là à 1 250e, sur celle-là à 1 125e. Et enfin, j'ai poussé le vis jusqu'à aller à 1 60e. Alors, comme vous pouvez le voir, même quand on est à faible vitesse, c'est complètement exploitable en fait. Moi, j'ai réussi à faire des photos avec cet objectif jusqu'à 1 400e, 1 300e de seconde, voire même 1 250e. Ça passait, elles étaient nettes. Enfin, elles étaient nettes, j'avais pas de flou de bouger. Après, attention, si vous jetez 1 250e, un sujet qui bouge, par exemple un oiseau qui vole, forcément à ce moment-là, il sera flou. Mais ce n'est pas un flou de bouger inhérent à vous, à votre boîtier, mais plutôt un flou de bouger inhérent à votre sujet. Donc, sur sujet fixe, vous allez pouvoir vachement baisser votre vitesse. Et sur sujet en mouvement, là, évidemment, la stabilisation, elle est pratique, c'est un confort, mais vous serez obligé de shooter à haute vitesse. Astuce pour améliorer votre stabilisation, c'est d'utiliser la technique de la respiration du sniper. C'est-à-dire que quand vous allez shooter, vous allez expirer doucement votre air et retenir la respiration quand vous appuyez sur le déclencheur, comme ça. Bon alors oui, cette stab, elle est super pratique en photo. Elle n'est même pas super pratique, elle est juste indispensable. Par contre, en vidéo, je dois vous avouer que ces 5 stops, ils sont pas assez. À 800 mm, vous avez un angle de vue qui est vraiment très très faible. Alors, je me souviens plus, je vous mettrai à l'écran de combien il est. Je crois qu'il est de 12 ou de 8 degrés. Enfin, c'est vraiment peu. Ce qui fait que le moindre tremblement de votre part va faire bouger l'image. Donc, si vous shootez en vitesse normale à 1 50e de seconde, ça va se voir et ça va pas être exploitable. Par contre, si vous shootez en slow motion sur des durées assez courtes, là en vrai, pour du petit plan d'insert ou du petit plan de coupe, ça marche très bien. Moi franchement, tous ces plans, j'en suis assez content et ils ont été faits tous à la main levée. Mais bon, moi quand même, je dois vous avouer que dès que je pouvais, je posais l'objectif soit sur une rambarde, soit sur mon sac pour reposer mes biceps. J'ai eu un joli plan, c'était assez beau. Par contre, tu vois là, je suis vraiment le plus stable possible. Je pose ça contre ma jambe et j'essaie d'être le plus stable possible en me mettant comme ça parce que vraiment, ça aurait été compliqué comme ça. Comme ça là, j'aurais un peu plus tremblé quoi. C'était plus confortable de le poser vraiment sur ma jambe. Donc la stab, big up en photo parce qu'elle est juste indispensable. Par contre, en vidéo, pas assez. En vidéo, il faudra utiliser, je pense, soit un trépied, soit un monopode, ou alors poser l'objectif comme ça, là, paf, sur le bord de votre affût.
Alors en ce qui concerne la qualité du piqué, on a une optique qui est d'excellente facture. Si je zoome ici sur la mire à f6.3, donc qui est la plus petite ouverture proposée par ce 800 mm, on voit qu'on est parfait, hein, on est parfait à pleine ouverture. Et cette qualité de piqué, elle va rester pratiquement identique quelle que soit l'ouverture que vous utilisez, sauf à partir de f25, où là ça commence à se dégrader, mais bon, f25, qui shoot en 800 mm, f25, je ne sais pas. Et encore plus impressionnant, si je prends les bords, je me rends compte qu'en fait, la qualité du piqué au bord est exactement la même que celle au centre à pleine ouverture. Donc là, je suis à f6.3, et vous pouvez voir que la qualité du piqué est juste parfaite. Si jamais je compare toutes mes ouvertures, je me rends compte que jusqu'à f10, f13 même, on est très très bon, et ça commence à se dégrader à partir de f16, mais honnêtement, rien d'alarmant, hein. C'est-à-dire que ça reste quand même tout à fait honnête pour du f16, du f20, et bon là encore, du f25, ça commence un petit peu à se dégrader. Et quand même pour vous montrer ça sur des photos réelles et pas forcément sur des mires, donc là j'ai quelques clichés qui ne sont pas les plus beaux qui existent, mais qui vous permettent un petit peu quand même d'apprécier la qualité du piqué, du détail que vous propose ce 800 mm. Donc à chaque fois je dézoome et je zoome pour bien vous montrer ça. Donc on voit quand même qu'on est franchement pas mal. On est pas mal au niveau du détail. Là on se rend bien compte qu'on peut voir toutes les plumes. Là ici sur cet oiseau de l'enfer, on voit bien toutes les petites dents là de son bec et son œil là qui vous regarde comme le diable. Hop, là aussi, hein, au niveau du détail, on est franchement pas mal du tout. C'est assez impressionnant quand même d'avoir cette qualité-là à pleine ouverture sur une optique de ce gabarit. Et en termes du vignettage, il est pratiquement inexistant. Normal, vous me direz, c'est un 800 mm, donc on est sur une longue focale et non pas sur du grand angle. Mais bon, je vous le montre quand même. À 6.3, bon, il y en a, mais c'est vraiment ridicule. À 8, ça commence franchement à disparaître. À f10, c'est comme si on n'avait plus. Et à partir de f13, ça disparaît tout simplement. Il y en a plus du tout. Mais en même temps, le vignettage, c'est un non-débat. Ça s'enlève tellement facilement sur Capture One ou sur Lightroom que ça ne sera pas un problème sur vos clichés. Donc on l'a vu, ce 800 mm, c'est un monstre optique. Pourtant, la première fois que je l'ai utilisé, toutes mes photos étaient floues. J'étais d'ailleurs assez dégoûté puisque c'était dans les Alpes-Maritimes quand j'ai shooté les bisons. Si vous regardez ces photos, de loin elles ont l'air bien, mais si on zoome à 100%, on se rend compte que il n'y a pas de piqué en fait. Et c'est pas un problème de misfocus, de front ou back focus, puisque si ça avait été un front ou un back focus, j'aurais dû avoir quelque part une zone nette. Ici c'est pas le cas, l'entièreté de ma photo est floue. Donc ça a été le cas sur pratiquement toute ma session. Au début je me suis demandé si c'était pas le problème de ce 800 mm et je me suis demandé si le prix à payer pour avoir une optique aussi légère, est-ce que c'était pas en fait juste avoir un piqué complètement claqué au sol? Au final c'est pas le cas. En fait le problème ne venait pas de l'optique, mais plutôt de moi, ou plutôt de la météo. Il faut savoir que sur les longues focales, voire même les très longues focales, donc les focales au-delà de 400 mm, ça va être du 600, du 800, du 1000, du 1200 ou plus, ces focales-là sont très sensibles à la météo et notamment à la chaleur. Quand vous shootez à la très longue focale, bien souvent il y a plus d'air entre votre sujet et vous. Et qui dit une masse d'air plus importante dit beaucoup plus de particules entre votre sujet et vous. Et ces particules, quand il fait chaud, quand le soleil vient taper dessus, elles bougent, elles sont excitées et elles créent des turbulences. Alors ces turbulences, on peut les voir à l'œil nu quand elles sont exacerbées. Je vous montre à l'écran des exemples de vidéos que j'ai prises l'été dernier où on les voit clairement, c'est flagrant. Et donc ces turbulences, elles viennent niquer le piqué de vos photos. Et ça, il faut le savoir. Il faut savoir que cette optique, même si elle a un piqué incroyable, si vous voulez l'utiliser à son plein potentiel, il ne faudra pas l'utiliser quand il fait chaud. Manque de bol, ce week-end on est en pleine canicule à Marseille, on devrait avoisiner les 40 degrés, donc c'est clairement pas les conditions idéales. Pour ça il va falloir trouver des parades. Les parades, il y en a. La première c'est se lever tôt, comme ce matin, pour shooter à l'aurore, ou alors shooter le soir quand il n'y a plus de soleil, que vous êtes dans la blue hour et qu'on a un peu moins de soleil qui vient taper l'air et avoir un peu moins de turbulence. Autre astuce, évitez de shooter à ras du sol. Le sol emmagasine la chaleur et la restitue. Et forcément, les turbulences sont plus présentes au sol qu'à hauteur d'yeux. Donc, moi, ce que je vous conseille, ça serait de prendre votre boîtier et de shooter plutôt debout, comme ça. Même si ça vous donne un angle de vue moins intéressant, vous allez gagner en piqué, comme c'est le cas sur ce portrait. Sur ce portrait, alors oui, l'angle est moins intéressant, mais par contre, j'ai une photo un peu plus nette. Ce qu'il faut savoir avec les longues focales, et c'est pas inhérent à cet objectif-là, ni même aux lentilles PF, ce problème, vous l'aurez avec absolument toutes les longues focales,
quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, c'est un phénomène physique et non pas un phénomène inhérent à la qualité de l'objectif. Ce qu'il faut savoir quand vous allez shooter avec les très longues focales, c'est que s'il fait chaud, vous ne pourrez pas les utiliser. On va maintenant parler bokeh et flou d'arrière-plan. Si vous me suivez, vous savez que la raison pour laquelle je suis chez Nikon, c'est son bokeh crémeux. Ses couleurs aussi, mais avant tout, son bokeh crémeux. C'est vraiment ce que j'adore dans ces optiques. Ici, on a une optique avec une lentille PF, et qui dit lentille PF dit compromis à avoir sur le flou d'arrière-plan et le bokeh. Et vous allez voir, ici, c'est pas folichon. Bon alors, avant de bâcher le 800 mm, on va quand même commencer par le positif, et je vais vous dire dans quel cas le flou d'arrière-plan est joli. Si votre sujet est assez éloigné de l'arrière-plan, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, parce que qui dit 800 mm dit compression des perspectives, et qui dit compression des perspectives dit fond assez uni. Donc soit vous aurez l'équivalent d'une couleur unie, soit vous aurez des dégradés assez doux qui vont se mélanger plutôt bien. Là où ça va se corser, c'est quand votre sujet se retrouve plus proche de l'arrière-plan. Et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs quand j'étais en Camargue. Bien souvent, les oiseaux sont assez proches de la verdure qu'il y a derrière. Et le problème avec les lentilles PF, c'est que le fond gagne en contraste. Et vous allez avoir un flou qui, paradoxalement, est un peu trop contrasté. Et ce surcontraste, il va venir nuire à la lisibilité globale de votre image. C'est-à-dire que votre sujet ne va pas beaucoup se détacher du fond. Et ça, c'est un problème parce que ça va vous donner des images forcément moins lisibles et moins esthétiques. Autre cas de figure où ça peut être dérangeant, c'est le cas où vous avez des spéculaires qui rentrent dans le champ. Normalement, les spéculaires, ça fait quelque chose de très joli. Ça nous donne des belles billes de bokeh bien rondes. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Elles sont très nettes, très franches. Et elles sont pas très jolies à voir. Donc avec la lentille PF, oui, on y gagne en poids et en qualité globale sur le piqué. Par contre, on perd la signature crémeuse du flou d'arrière-plan de Nikon. On va maintenant parler de l'utilisation de cet objectif en contre-jour et des artefacts inhérents à la lentille PF. Avant de vous montrer ce que c'est, il est bon de rappeler ce qu'est une lentille PF. Une lentille PF, c'est une lentille qui est gravée un petit peu comme une Fresnel en fait. Parce qu'elle est gravée, forcément, elle va induire beaucoup plus d'artefacts. Surtout quand le soleil vient taper directement dans la lentille. Alors je vous montre ce que ça fait à l'image. Ça fait que vous aurez beaucoup plus de lens flare pas très jolis, voire même d'espèces de petits traits colorés comme vous pouvez les voir ici. Et c'est ça qui fait aussi que quand vous shootez à contre-jour avec des spéculaires, les spéculaires ne seront pas forcément très esthétiques. Alors sur les spéculaires, c'est pas ouf, sur le soleil non plus. Il faut en avoir conscience, mais il faut se dire aussi que c'est assez rare d'avoir le soleil vraiment dans l'axe de l'objectif et du capteur. Pourquoi? Parce que on a ici un angle de 8 degrés, je crois, 8 ou 12, je ne sais toujours pas combien il est, je vous l'affiche à l'écran. Ce qui est très petit, donc en fait il suffirait que vous bougiez d'un centimètre votre poignet pour ne plus avoir le soleil dans l'axe. Et ce qui veut dire aussi que l'utilisation du pare-soleil ici est obligatoire. Sinon vous aurez du lens flare et des artefacts en pagaille. Donc voilà, c'est pas rédhibitoire parce que évidemment les artefacts arrivent, il y en a, donc c'est pas rédhibitoire, mais il faut quand même le savoir et il faut les prendre en compte dans l'utilisation de cet objet. Ça veut dire limiter le contre-jour ou du moins maîtriser votre contre-jour sans avoir une source de lumière qui arrive directement sur la lentille. Cette optique, elle a une distance de mise au point de 5 mètres. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire le focus à un objet qui est plus proche que 5 mètres de votre plan focal. Alors ça a plusieurs implications. La première, c'est que vous aurez un facteur de grossissement de 0,16. Et un facteur de grossissement de 0,16, c'est pas énorme. Et avec ça, vous ne pourrez pas faire de proxy. Saleté de moustique. Vous ne pourrez pas faire de proxy avec un facteur de grossissement de 0,16. Donc ça veut dire que si jamais vous êtes en affût et que vous attendez que des oiseaux arrivent, vous ne pourrez pas prendre en photo des libellules par exemple. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en Camargue. Prendre en photo des libellules. Parce que des fois les oiseaux ils sont pas là, mais les libellules, putain, qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a beaucoup, partout. Donc là vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas non plus prendre en photo des fleurs ou des insectes ou ce genre de choses. Je vous mets à l'écran une photo de fleurs qui, vaut ce qu'elle vaut, mais je vous la montre juste pour que vous puissiez voir un petit peu jusqu'où on peut s'approcher d'un sujet. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas incroyable non plus. Donc ça c'est le premier point. Après honnêtement je pense pas qu'on fasse de la proxy avec un 800 mm. Avec le 800 mm on est quand même sur une focale qui est de niche en termes d'utilisation. On va être sur du sport ultra longue focale ou sur de l'animalier ultra longue focale. Je pense pas que quelqu'un utilise ce genre d'optique pour faire de la proxy, donc
Donc ça ne me dérange pas trop, hein. Pour moi, je ne le compte pas comme un point négatif. Par contre, si vous êtes en affût et que vous avez un oiseau qui passe un peu proche de vous, ou alors un oiseau qui se pose sur une branche un peu trop proche de vous, et bien là, vous ne pourrez pas faire la mise au point. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Ce matin, j'ai un oiseau que je ne sais même pas comment il s'appelle, cet oiseau. Si vous savez comment il s'appelle, dites-le moi en commentaire. Je suis nul sur les noms d'oiseaux. Bon bref, cet oiseau, il m'est passé devant. Il y avait moyen de faire une photo magnifique en gros plan. Et j'ai pas pu parce qu'il était à 4 mètres de moi. Voilà, un peu les boules. Après, est-ce que c'est vraiment un point négatif, cette distance de mise au point de 5 mètres? Je pense pas, parce que 800 mm, c'est plutôt fait pour prendre en photo des choses qui sont loin. D'autant plus qu'on a vu que cet objectif arrive très mal à faire la mise au point entre 5 et 10 mètres. Donc c'est pas vraiment un point négatif, mais voilà, il faut le savoir. Il faut le savoir, si jamais vous l'utilisez en affût, posé sur un trépied, ça peut valoir le coup de se prendre un petit 100-400 en spare à côté avec un deuxième boîtier pour s'amuser le temps que votre sujet principal arrive sur l'endroit où vous avez prévu de le shooter. Une chose à savoir avec ce 800 mm, c'est que c'est une focale fixe, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas zoomer avec. Et alors c'est bien parce que forcément vous aurez une qualité optique supérieure. Par contre, le fait de ne pas pouvoir dézoomer, ça va être problématique dans la billboard principalement. Moi je suis un habitué du 180-600. Et le 180-600, ce qui est bien, c'est que je me mets à 180, ce qui me permet d'être relativement aware de mon environnement et d'arriver à choper mon sujet, et ensuite de zoomer jusqu'à 600 pour faire la photo que je veux avoir. Et mine de rien, c'est quand même bien de pouvoir dézoomer pour avoir conscience de l'environnement. 800 mm, le problème c'est que quand vous allez avoir l'œil dans l'œilleton, ben vous aurez directement un champ de vision à 8 degrés et ça peut être très difficile de trouver votre sujet, surtout si vous avez un sujet en mouvement. Si vous êtes en affût, c'est pas trop un problème parce qu'en affût, on est posé sur un trépied et on sait grosso modo où est-ce qu'on va shooter, hein, puisqu'on a déjà repéré avant. Le problème, c'est en billboard, c'est-à-dire que vous vous baladez, vous voyez un truc, tac, vous dégainez votre appareil photo et là, directement, vous voyez un truc zoomé, bien souvent flou, et ça peut être vraiment difficile de choper son sujet. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça demande un certain savoir-faire, ça demande un entraînement. Moi, je dois vous avouer que les 2 premiers jours d'utilisation, j'ai galéré et c'est à partir du 3e que j'ai commencé à appréhender cet objectif. Donc, il faut avoir en tête que ce 800 mm, ça reste un objectif exigeant qui n'est pas simple à prendre en main et au début, vous aurez des photos floues, vous aurez des photos ratées, vous aurez des actions ratées, mais ça fait partie de l'utilisation de cet objectif. Vous aurez une courbe d'apprentissage obligatoire, il faudra passer par là, et une fois que vous maîtriserez ça, vous ferez des photos magnifiques. On va voir maintenant comment ce 800 mm réagit avec un téléconvertisseur. Alors les téléconvertisseurs de Nikon, les TC 1.4 et 2.0, j'en ai déjà fait le test sur cette chaîne et mon avis était assez mitigé, voire même franchement négatif. Pour la faire courte, je vous disais que le 1.4 était passable et que le 2.0 était franchement mauvais. Cependant, l'esprit humain est complexe et vous avez été nombreux en commentaire à me dire que mon test des TC était biaisé puisque je ne les avais testés que sur des objectifs à zoom. J'avais testé sur le 70-200, sur le 100-400 et sur le 180-600. Et vous avez été nombreux à me dire que ces TC révélaient toute leur puissance sur des focales fixes. Donc, quand j'ai demandé à Nikon de me prêter le 800 mm, je leur ai aussi demandé de me prêter le téléconvertisseur 1.4 pour que je puisse voir si effectivement il était utilisable ou pas sur cette focale. Alors avant de parler de qualité optique ou autre, en termes de poids, ça ne change rien puisque on n'est plus à quelques grammes près sur cet objectif-là. En termes d'encombrement, il est tellement petit et que ça ne change rien non plus à l'équilibre total de votre rig. En termes d'ergonomie, le fait d'utiliser un TC ou pas, ça ne changera rien. En termes d'autofocus, je n'ai pas vu de différence notable entre une utilisation avec le téléconvertisseur et une utilisation sans le téléconvertisseur. Pour moi, c'était pareil, hein, les oiseaux étaient détectés de la même manière, la vélocité était la même, il n'y a pas de différence. Dernier point, en termes de piqué, je note une légère baisse de piqué, une légère baisse de qualité, mais ça reste tout à fait acceptable. C'est pas quelque chose qui va venir gâcher vos photos, c'est quelque chose qui se voit sur une mire, mais c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire sur le terrain. Donc ce que j'en conclus, c'est que les téléconvertisseurs que j'ai bâchés cette année sur mon test sont à utiliser avec modération sur des transstandards ou sur des optiques à zoom. Par contre, sur des focales fixes, vous pouvez y aller, c'est juste excellent. Donc si dans votre pratique, vous avez besoin de monter à 1120 mm avec ce TC 1.4, allez-y, aucun souci. Voire même si vous voulez monter à 1680 mm
en vous mettant en mode DX et en associant un TC 1.4. Là, en mode DX, 1680 mm va retrouver la lune, mec. Je sais même pas si je vais y arriver. Hein. Ah, mais c'est impossible. Bah, je suis sûr que tu vas y arriver. Ouais. Ah, moi, j'en suis pas sûr du tout. Hein. Bah franchement, go, hein. Enfin, moi j'y vois aucune contre-indication, hein. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun effet secondaire. En ce qui concerne l'utilisation en vidéo, c'est bien et c'est pas bien. Je m'explique. Déjà, comme je vous le disais, il est un petit peu difficile à stabiliser à la main levée en vidéo, sauf si vous faites du slow motion. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Pour l'utilisation en vidéo, je vous conseille plutôt d'utiliser sur un trépied ou sur un monopode. Par contre, point positif, on n'a pratiquement pas de focus breathing avec cet objectif. Bah, ce qui m'étonne pas trop, hein, parce que si on avait eu du focus breathing à 800 mm, c'est que vraiment les ingénieurs Nikon auraient déconné. Bon, bah là, c'est pas le cas, il n'y en a pas, donc tant mieux. Si jamais vous faites des changements de mise au point pendant votre vidéo, ça ne se verra pas. Niveau praticité, comme je vous le disais, vous pouvez aussi très bien l'utiliser en vidéo sans utiliser de filtre ND. Si vous l'utilisez en slow-mo et que vous montez un petit peu en ouverture, ça passe très bien. La totalité des vidéos que je vous montre sur ce test ont été réalisées à main levée, sans aucun filtre ND. Et uniquement en montant un petit peu l'ouverture, même des fois en gardant une ouverture à 6.3, hein, ça passait très bien aussi. Surtout, mine de rien, que de la vidéo ralenti 8K sur ces boîtiers-là, ça vous permet d'avoir des petits détails vachement sexy. Et n'hésitez pas vraiment, si vous utilisez cette optique, de switcher en vidéo pour prendre quelques micro-bursts vidéo d'1 ou 2 secondes. C'est vraiment banger. Et c'est vraiment appréciable de pouvoir le faire sans avoir à rajouter un filtre ND, donc rajouter une manip, et donc de risquer de faire peur à un animal. Vraiment, de ce point de vue-là, je trouve ça super pratique à utiliser. Il est temps de parler du prix de ce 800 mm, et autant vous dire que ça va piquer puisqu'il coûte 7300 €, mais qu'il est régulièrement en promotion à 6500 €. Alors 6500 €, oui c'est une somme, mais on reste quand même moitié moins cher que le 400 mm 2.8 avec le TC 1.4 d'intégrer. Les comparer tous les deux, je ne sais pas si c'est réellement pertinent parce qu'ils ne servent pas à faire la même chose. D'un côté, on a un 800 mm 6.3 qui est utilisé plutôt pour faire de la billboard. D'un autre côté, on a un 400 mm qui peut monter jusqu'à 560 mm 5.6 qui a une qualité optique exceptionnelle, mais qui reste quand même un 560 mm. Donc on n'est pas vraiment sur la même valeur de focale. Donc d'un côté, on a un objectif 400 mm qui est vraiment fait pour être utilisé plutôt en basse lumière, et d'un autre côté on a un 800 mm qui lui est utilisé pour aller chercher quelque chose de très loin. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il coûte moitié moins. Alors une comparaison qui sera peut-être plus intéressante, c'est avec le 800 mm en monture F. Dans ce cas-là, on était aux alentours de 21 800 € je crois, peut-être légèrement moins. Donc on est quand même 3 fois moins cher avec celui-là. Donc on a un poids qui est pratiquement divisé par 2 et un tarif qui est divisé par 3. Donc on peut raisonnablement dire que cette optique a un prix beaucoup plus abordable que son prédécesseur. Par contre, si on le compare au 180-600 mm de Nikon, le 180-600 mm dont j'ai fait le test, est disponible sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Alors là, quand on les compare tous les deux, on peut penser à une arnaque, parce que le 180-600 mm, il coûte que 1900 €. Ce qui m'avait quand même halluciné à l'époque, mais il coûte effectivement que 1900 €, contre celui-là qui fait 7300 €. Autre point en faveur du 180-600 mm, c'est que c'est une plage de focale allant de 180 à 600, donc c'est quand même beaucoup plus confortable pour travailler. Et 600 mm, c'est pas... la différence entre 600 et 800 mm, elle n'est pas si flagrante que ça. Enfin, on pourrait se demander si la différence de 200 mm vaut cet écart de prix. Ou est-ce que Nikon se la touche en nous proposant une optique à ce tarif-là? La question, elle mérite d'être posée et elle n'est pas si vite répondue. En réalité, l'écart de prix, il est justifié. Il est justifié pour plusieurs raisons. La première, c'est que cet objectif a une qualité optique bien supérieure au 180-600 mm. Autre chose, l'autofocus de ce 800 mm me semble être plus véloce et plus accrocheur que celui du 180-600. Dans tous les cas, si vous voulez de la qualité, il faut y mettre le prix. Et ce qui est bien dans cette gamme de Nikon, c'est que si vous n'avez pas trop d'argent à mettre dans votre objectif photo, vous prenez les 180-600 mm et vous en avez pour votre argent, parce qu'à moins de 2000 balles, c'est juste incroyable. Si vous vous sentez un petit peu limité par ce 180-600, comme ça peut être le cas pour moi, des fois je me dis putain quand même, j'aimerais gagner un petit peu en piqué ou en vélocité d'autofocus, vous pouvez passer sur ce 800 mm à focale fixe. Et si par contre vous voulez aucun compromis sur la qualité optique et avoir un bokeh et un flou d'arrière-plan ultra qualitatif, vous passez sur le 400 mm avec le TC 1.4 d'intégrer et vous dépensez 15 000 balles dedans. Dans tous les cas,
quelle que soit votre utilisation, vos besoins ou votre bourse, vous trouverez quelque chose qui vous conviendra. Conclusion. Donc ce 800 mm, il est excellent, mais je ne l'achèterai pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nikon propose 3 longues focales pour l'animalier, mais aussi 3 très longues focales. Dans les focales cool, mais pas si long que ça, on retrouve le 100-400 mm, le 400-4.5 et le 400-2.8 avec TC. Le 100-400 et le 400-4.5, j'en ai déjà fait le test sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, allez les voir. Le 400-2.8, ça arrivera un jour parce qu'elle me fait super envie. Et ensuite, on a aussi la catégorie des waouh, mais là on est de la super longue focale. On a le 180-600, le 600 mm et le 800 mm, et les deux dernières sont en PF. Alors, je suis un énorme utilisateur du 100-400, c'est un objectif que j'adore, mais je suis conscient de ses défauts, surtout à 400 mm et à pleine ouverture. Et ayant aussi testé le 400 mm en focale fixe et ayant vu la différence de qualité optique qu'il y avait entre le 400 mm fixe et le 100-400, ben j'étais forcément super excité à l'idée de tester ce 800 mm qui lui aussi est en focale fixe et qui du coup promettait d'avoir une qualité optique exceptionnelle. Et à ce niveau-là, je dois vous avouer que ce 800 mm, il ne m'a pas déçu. Sa qualité optique est incroyable, même à pleine ouverture. Il est ultra léger. Ce qui le rend utilisable en billboard. Et il a plein de petites idées ergonomiques qui facilitent son utilisation sur le terrain. Mais attention quand même, ce 800 mm, il ne conviendra pas à tout le monde, loin de là. Il faut avoir en tête que 800 mm fixe, c'est très difficile à utiliser et vous aurez du mal à trouver un sujet dans un cadre sans avoir la contextualisation de départ. Si vous êtes novice avec ces focales-là, vous risquez de criser au début. Et vraiment, c'est pas un point négligé parce qu'au début, ça a provoqué beaucoup de frustration chez moi. Oh, les canadaires, vas-y. Oh, putain, tu vois, 800 mm, là, ce que je disais, j'arrive pas à les trouver. Je sais pas où ils sont. Putain, je vais les rater. Oh, ils sont là. Bon, ben voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est dur de choper quelque chose à 800 mm comme ça à main levée. Pas cool qu'il y ait les canadaires d'ailleurs, hein. J'espère qu'il n'y a rien qui crame. 800 mm, c'est aussi une focale qui demande une atmosphère assez stable. Donc, en plein Cagnard, en Camargue ou à Marseille, oubliez, c'est pas possible. Vous ne pourrez l'utiliser qu'à des températures tempérées, le matin, le soir, ou alors en Sibérie. En Sibérie, je pense que ça marcherait super bien. Et enfin, on a l'ouverture en 6.3 qui rend l'utilisation de cette optique difficile en sous-bois ou en low light. Donc si vous avez une utilisation en sous-bois, ça va être assez compliqué de l'utiliser ou alors vous allez devoir monter drastiquement en ISO. Bon, du coup, à qui elle s'adresse cette optique? Bon, déjà, à des gens qui peuvent se payer un objectif à 7000 balles. Et si c'est votre cas, bravo, vous avez de la chance. Et si c'est le cas d'ailleurs, faites un don sur cette chaîne, ça me fera toujours plaisir. Plus sérieusement, cette optique, elle s'adresse principalement aux ornithos qui sont exigeants, qu'ils pratiquent la photo en billboard ou en affût, parce que les deux sont possibles, mais surtout principalement aux photographes qui vont l'utiliser en marchant, en randonnée, en billboard, sans forcément vouloir se prendre la tête à rester une après-midi ou une journée en affût. Parce que pour ça, il y a d'autres optiques bien plus lourdes et bien plus qualitatives. Vu aussi les conditions compliquées d'utilisation de cette optique, que ce soit par les exigences météo qu'elle requiert ou alors par le fait que ce soit un 800 mm sans zoom ou des zooms, pour moi, si vous ne pratiquez pas régulièrement la photographie animalière, je pense pas que ce soit une optique qui soit faite pour vous, vraiment. Si vous pratiquez pas la photographie animalière au moins une fois par mois, ça me semble être trop cher payé et surtout vous allez perdre les réflexes qu'il faut avoir avec ce type d'objectif. Donc pour moi, si vous êtes un ornitho exigeant et surtout régulier, là ouais, ce 800 mm il peut être intéressant. Par contre, cette optique, elle ne s'adresse pas aux amateurs de la photographie animalière. Elle ne s'adresse surtout pas à ceux qui la pratiquent de manière occasionnelle seulement, on va dire 1, 2, 3 fois par an l'été comme moi, ou alors aux photographes animaliers qui shootent beaucoup en sous-bois ou en environnement en low light comme moi, ou alors si vous vous sentez pas limité par la focale 600 mm et que vous avez rarement l'occasion de vouloir shooter au-delà de 600 jusqu'à 800, là pour le coup pas comme moi puisque moi j'aime bien plus c'est gros, mieux plus ça me plaît. Bon si jamais vous vous sentez pas limité par du 600 mm, ce 800 mm risque d'être un petit peu overkill.
Donc si vous vous reconnaissez dans ces 3 derniers points, je pense que le 180-600 mm est une optique qui vous conviendra mieux. Et en plus, vous ferez pas loin de 5 000 € d'économie, donc c'est pas mal, hein. Je vous fais économiser 5 000 balles, les gars. Appuyez sur le bouton merci. Dans tous les cas, que vous soyez la cible ou pas de ce 800 mm, ça n'enlève rien à sa qualité et ça reste une excellente optique. Il n'y a vraiment pas de débat à ce niveau-là. Une optique qui est excellente, un peu difficile à utiliser, mais qui reste excellente. Et je me permets vraiment d'appuyer sur ce point. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise optique. Il n'y a que des optiques qui correspondent à votre manière de photographier ou pas. Avant de conclure, je tiens à remercier tous les gens qui ont rendu possible cette vidéo. À la base, cette vidéo, elle devait être très simple à faire parce que je devais l'emmener dans les Alpes-Maritimes, shooter des bisons, faire un facecam solo et boucler ça en un week-end. Ça, c'était il y a un mois. Donc ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Je tiens à remercier tout d'abord Julien Moret qui a pris une partie des facecams que vous avez pu voir aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier Mathieu Rosso qui a tourné les plans à 4 h du matin. Merci Mathieu, c'était super cool de ta part. Merci aussi beaucoup à Hugo et à Luna qui m'ont accompagné aussi aujourd'hui l'après-midi pour filmer cette magnifique conclusion dans ce marais. Merci aussi énormément à Dominique Louis qui m'a super motivé pour me lever à 4 h du mat pour venir prendre au final des photos que j'adore, que je trouve magnifiques. Donc merci beaucoup Dominique et merci encore beaucoup à Nikon de m'avoir prêté le 800 mm et le TC. Nikon, vous roxez, vous êtes une marque trop cool avec des gens trop cool. Viser la lune, ça me fait pas peur. Na, 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 encore, encore.